Allez, bonjour, bienvenue, Bonjour. salut Arkaril, salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, bienvenue sur DDA Prod Game, en partenariat avec la chaîne Arkaril. Alors, bienvenue pour cette nouvelle, on pourrait dire, Gloomhaven TV presque, puisque Ouais. on est en train de faire, avec Arkaril, on est en train de voir un peu, d'analyser, de vous donner notre avis sur les personnages, les caractères de Gloomhaven. Alors on attaque avec les personnages de base. On a déjà fait donc la brute, le inox. Et aujourd'hui, Berkaril, on va partir sur un personnage que c'est toi qui as joué, que tu connais bien. Tout à fait. Voilà, donc Le Quatril, Tinkerer. Voilà. Le Quatril, donc de sa race, Quatril. Ouais. Tu vas nous en parler. Parce que je le connais bien. Et son métier, le Tinkerer. Alors, Karil, qu'est-ce que c'est ce personnage, toi qui le connais bien, qui l'a joué? Eh ben, écoute, Tinkerer, la traduction en français, c'est bricoleur. Et ça lui correspond vraiment bien. Si tu te rappelles, c'est un personnage qui a un paquet d'outils différents, donc il est très versatile, il va pouvoir faire pas mal de choses. Et la race, en fait, c'est une petite race de petite taille. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà là-dessus? Qui sont justement qui compensent leur infériorité physique par le fait qu'ils soient nombreux et surtout qu'ils aient une société assez complexe et ils adorent tout ce qui est expertise dans différents domaines, quoi. Et notamment dans tout ce qui est ingénierie, donc construction, tout ça. Et c'est vrai que le personnage, c'est tous mes garçons qui sont là, hein, donc après j'ai ma grand-mère qui va venir, ma sœur, enfin vous inquiétez pas. On va avoir toute la famille Arkaril. Et donc la classe, le métier le plus classique pour les Quatrils, et ben c'est comment on appelle ça? Construction, mais tout ce qui est fabrication de potions. Apothicaire. Apothicaire, voilà, exactement. Où là ils peuvent et construction de petits gadgets où là ils peuvent mettre en avant justement leur expertise dans tous ces domaines précis où ça demande de la connaissance. Donc c'est des petits gars assez intelligents. Et puis de temps en temps, eh ben ils ressentent le besoin de partir à l'aventure, et voilà, parce que justement comme ils ont des esprits assez brillants, au bout d'un moment ils s'ennuient un peu et du coup ils en profitent du coup pour expérimenter différents outils, gadgets qu'ils ont fabriqués, quoi. Et c'est ça vraiment le bricoleur et la manière dont on va le jouer, c'est exactement ça. Alors de manière un petit peu plus large, on va dire, pour moi, après y avoir réfléchi, alors c'est pas pour rien qu'il fait partie des classes de base. C'est un personnage qui est très bien pour commencer à jouer, parce que il a plein d'avantages. En plus, c'est un bon complément, un bon duo de la brute, justement. On va voir que c'est un personnage en soutien qui est fantastique, ça, c'est sûr. Et en duo avec l'inox, il est parfait. Enfin, on vous ramène à nos vidéos. Vous pouvez aller voir nos aventures. Pour en voir plus, mais alors un des aspects qui fait qu'il est, je dirais, plus facile dans un premier temps, c'est c'est un des personnages qui a le plus de cartes au début. Donc vous pouvez voir dans le coin, là. Je voulais juste rajouter un mot sur ta présentation avant qu'on parte vraiment sur l'analyse. En fait, je trouvais que c'est un personnage intéressant aussi parce que je trouvais que là, pour le coup, Isaac, il avait fait quelque chose. On disait que la brute, il correspondait un peu à l'univers médiéval fantastique, classique. Tandis que là, avec le Tinkerer, on a quand même un personnage nouveau qui mêle un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il mêle un peu, tu sais, tout ce qui est le steampunk, parce qu'il peut utiliser des objets technologiques anciens, créés, faire des potions, tout ça. C'est un peu un personnage qui est hors norme là par rapport à l'univers médiéval fantastique. Et en plus, un peu ce mélange, on n'a pas cette classe habituelle. J'ai l'impression qu'on condenserait, tu vois, le nain, le gnome et la petite Jean, tu condenserais tout ça dans un personnage. C'est vraiment une création originale là, pour le coup. Oui. Alors, c'est vrai que ce serait
plus un gnome éventuellement. Bon, généralement c'est ça, on dit que c'est un peu des techniciens, tout ça, mais c'est vrai que là on est beaucoup plus loin des classes classiques et des races classiques. Et ça fait du bien, ça met vraiment un coup de frais, hein. C'est vrai, c'est sûr. Là-dessus il est assez fort. Alors pour l'instant je sais pas parce que j'en ai pas débloqué d'autres. Je sais pas s'il y a d'autres quatriles dans les différentes classes de personnages. Pour l'instant je n'ai pas vu d'autres. Pour l'instant, alors ne nous le dites pas, ne nous spoilez pas. Si vous le savez, alors c'est pas impossible, puisque moi par exemple, c'est la Esther. La Esther, t'en as 2. J'en ai joué 2 déjà. Donc c'est Orchid aussi. L'Orchid aussi, t'en as 2. Donc c'est pas impossible qu'on puisse retrouver une quadrille bien sûr, dans les personnages. Je pense que ça doit sans doute exister. Enfin, en tout cas, il y a des chances, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. En tout cas, le bricoleur, il est vraiment sympa pour ça. Tous ces gadgets, et ce côté un peu steampunk. Moi, c'est ça qui m'avait plu aussi. Alors, on le voit la photo du personnage. Ah bah oui. Il a et on voit qu'il a quand même, il a des équipements qui sont steampunk, quoi. C'est ça. Ouais, il a des petits arbalètes. La Mad Max. Ouais. Il a une armure spéciale, il a des potions, voilà. Puis on verra, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu un personnage polyvalent aussi. Hein. J'ai l'impression. Il est assez polyvalent. Ouais. On va voir il va avoir ses forces et ses faiblesses, un peu comme tout le monde, et heureusement. Mais il peut. C'est pour ça que je disais en introduction qu'il était bien pour commencer, quoi, parce qu'il propose tout un panel de choses à faire. Et en plus avec donc pas mal de cartes au début, c'est-à-dire qu'on peut se permettre dans un premier temps peut-être de faire entre guillemets des petites erreurs et griller des cartes. Il va être très endurant, il va durer longtemps, quoi. Donc ça c'est. Je crois qu'avec 12 c'est parmi ceux qu'on a le plus, hein, je crois. Ah bah moi j'ai pas vu plus. Non, pour l'instant. Je crois que pour l'instant on est jusqu'à 12, donc 12 cartes, ça te fait Ah bah c'est beaucoup, hein. Ça donne plus, ça par rapport à l'inox, ça donne déjà 2-3 tours de plus. Et puis c'est 4 cartes de plus que par exemple l'orchide magicienne. Donc c'est déjà que 50% de plus, c'est quand même pas mal. Ouais. Ah bah ouais, non, c'est assez énorme, hein. Et après voilà, c'est ça, c'est en termes de soutien, quoi, principalement. Je pense que si on peut essayer de lui donner une position dans le groupe, c'est ça, c'est qu'il va avoir globalement beaucoup de cartes de soins. Ouais. Et ça va être le truc principal, quoi, on va dire, en termes de soutien. Et puis 2-3 petites choses, autre chose qu'il peut proposer à ses copains, notamment. Il a pas mal de surprises. Des petites surprises, leur booster leur attaque, des choses comme ça. Et puis sinon après ça va être des choses offensives, quoi. Il va pouvoir quand même canarder un peu, voilà. Et avec je dirais, on va le voir, beaucoup de cartes qui se perdent. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont donné pas mal de cartes. Ouais, parce que tu les perds mais tu peux pas les récupérer. Si tu peux les récupérer avec ce personnage, pas facilement quand même. Non. Ouais, les cartes, donc il perd ses cartes, ouais, c'est ça. Donc il va falloir un peu les placer. Alors il en a pas mal, hein, mais il va falloir les placer, voilà, au bon moment. Mais bon, il a pas mal de petites cartes offensives. Je pense qu'après on va rentrer dans le détail, on va voir ça. Et alors donc moi c'est pour ça que je te disais qu'il est polyvalent, c'est parce que comme tu disais, il peut soutenir, peut soigner. Il peut, mais c'est quand même un bon combattant aussi parce que t'as pas parlé, mais il pose des pièges qui font pas mal de dégâts. Il a quand même des attaques, on va le voir, mais qui sont quand même pas mal aussi. Ouais, donc, et des invocations aussi. Et en plus, il peut faire des invocations. C'est vrai, je me rappelle pas si tu le jouais beaucoup, ça, l'invocation. Un peu. Ouais. Reparler, si, je joue un peu. Donc, on va revoir ça dans le détail. C'est vraiment un bon personnage pour commencer, très bon personnage. Oui, parce que justement, il est assez varié. Il va être endurant, donc on va pouvoir le jouer un peu dans le temps, même sur la partie. C'est un des plus solides. Et puis il est pas au front, quoi. Il est rarement en contact. Vaut mieux pas d'ailleurs, hein, parce qu'il là il risque de prendre un peu. Donc c'est vrai qu'accompagné d'un personnage comme un guerrier là, comme un inox, il faut quand même un personnage costaud, quoi, très bien devant, quoi.
C'est mieux. Ouais. Quoi qu'il pourrait jouer aussi mieux. avec quelqu'un d'agile et tout ça, à distance, ça pourrait se faire. On verra, on va voir à travers les cartes si vraiment il peut éviter le combat de frontal ou pas. En point de vie, il en a 20. Bon, 20, c'est 20 au niveau 9. 20 au niveau 9 maximum, hein. Mais ça veut dire en moyenne, si on va jusqu'au 4, 5, 12, 14, c'est quand même... on risque de mourir sur une réussite critique de l'adversaire. Ah oui. Ouais, ça expose quand même une fragilité, là. Ah bah ça c'est une de ses fragilités, c'est qu'autant il est endurant, autant il va être relativement fragile au point de vie. Il est dans une moyenne, quoi. Il a 8 points de vie au niveau 1. L'inox c'est 10 il me semble, hein, l'inox c'est 10, il va jusqu'à 26. Bon, c'est pas lui qui en a le moins, mais c'est pas lui il est quand même plus faible. Il va pas être aussi fragile que les magiciens, qui ont plus tendance à avoir autour de 6 points de vie au début. Mais bon, voilà, il faut pas trop qu'il aille traîner dans les pattes, ou s'il a plein de monstres autour de lui, et là il va être... Mais là, il peut se soigner quand même, il peut se soigner. Par contre, il peut se soigner, ouais. Ben, on va voir ça un peu dans le détail. Allez, si tu veux, on va commencer alors. Alors on va commencer pour cette première émission sur le quadrille. On va commencer par les cartes de niveau 1 et les X à la fin, vers les 3 X. Et donc, je te laisse choisir, puisque c'est toi qui le connais le mieux, quelle carte tu veux commencer. Et d'accord. On y va. Ok. Les cartes niveau 1, bon, sachant qu'on l'a un tout petit peu dit, donc on vous ramène à la vidéo précédente. Le principe des cartes des decks des personnages, c'est qu'ils ont un certain nombre de cartes. Et tous les tours, on en joue 2. Et chaque fois, une fois qu'on a joué toutes les cartes, on peut se reposer pour les récupérer, mais petit à petit, il y a des cartes qui vont devenir perdues, lost, quoi. C'est-à-dire ces cartes-là, on n'aura plus accès, a priori, la plupart du temps, on n'a plus accès à ces cartes-là. Et donc, au bout d'un moment, une fois qu'elles sont toutes perdues, on peut plus jouer, le personnage est fatigué et hors jeu. Voilà, bon, ça, c'est juste pour rappeler un petit peu le principe rapidement. Donc on va faire le tour des cartes niveau 1. 12 comme le nombre de départ. Voilà, 12. Hein. C'est vrai que là pour le coup on n'a pas besoin... Enfin, il y a les cartes X aussi. Hein. On a toujours 3 cartes X qui permettent de varier un tout petit peu au niveau 1, on va dire le côté tactique. On va voir un peu ce que ça donne. Elles sont intéressantes d'ailleurs les cartes proposées. Donc ça fait un choix de 15 cartes. Ça fait un choix de 15 cartes. Sachant qu'il conseille d'abord de commencer par les numéros 1, elles sont plus, entre guillemets, plus simples, quoi. Alors, écoute, je vais commencer par une que j'utilisais assez souvent, même plus tard dans les niveaux, c'était Toxic Bolt. Donc c'est projectile toxique, donc une carte niveau 1 qui est vraiment bien, quoi. Principalement pour le haut et puis pour la vitesse. Donc la vitesse c'est 18, donc ça fait partie des plus rapides. Il est assez particulier le quadrille à ce niveau-là. Au niveau initiative, vous allez voir, il y en a des très rapides et il va y en avoir des très lentes aussi. Ça va être assez, il falloir jongler un peu là-dedans. Enfin, c'est pas un personnage qui est spécialisé dans la rapidité en fait. Non, mais il en a quand même quelques-unes. Il en a quand même quelques-unes. Ce qui fait que pour ça, c'est vrai qu'il est une fois de plus assez polyvalent là-dessus. Il y a moyen de le faire réagir assez vite, quoi. Mais il en a des plus, il en a quelques-unes qui le plombent un peu. Donc j'aime bien celle-là parce que en fait, elle a une bonne portée. C'est une attaque à distance. Vous allez voir qu'il a principalement que des attaques à distance. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il est pas mal en second plan en fait, hein, derrière une fois de plus derrière un inox, c'est parfait. Et il propose donc une attaque de 2, bon c'est pas énorme, mais qui empoisonne. Oui, ça c'est rare au départ, hein, au niveau 1. Ouais, c'est rare. Et puis de toute façon, même si l'attaque rate, le poison, de toute façon les conditions elles passent toujours. Et ça c'est quand même intéressant. Alors t'as une question que je me posais, parce que moi je le joue, mais tu vas peut-être me dire que je le joue mal. Je le jouais qu'un échec critique, je mettais pas la condition. Est-ce que dans les règles c'est précisé ou pas? Ça me dit rien en fait. Je pense que ça passe quand même, mais là faudrait voir. Non, j'ai pas été vérifié. Je sais pas, faudrait vérifier, parce que c'est vrai que moi je pensais que tu vois, dans une échec critique, vraiment un échec critique, ça passait pas, quoi.
Mais maintenant, j'ai le doute quand même. J'ai le doute par rapport aux règles. Peut-être que ça passe quand même. Je sais pas si c'est précisé à ce point-là dans les détails. Ouais. Mais bon, après, pourquoi pas. Bon, après, bon. Pourquoi pas. On peut le jouer d'une manière ou d'une autre. Ça c'est pas vraiment. Ouais. C'est peut-être se mettre un peu plus de difficulté, quoi, je dirais. De le jouer comme ça. Ah bah oui, tu te rajoutes. Mais après, si tu l'appliques au monstre aussi. Oui, remarque, ça revient même. Si tu l'appliques. Pas, il faut le faire dans les deux sens. Si on choisit, faut le faire dans les deux sens. Ouais. Et voilà. Puis sinon, donc elle produit donc là, la feuille, c'est la terre en fait. Hein, c'est l'élément terre. Qui va pas spécialement, lui va pas être très demandeur d'éléments non plus. Hein. Il est assez basique à ce niveau-là. Par contre, certaines cartes vont en proposer, donc c'est pareil. Ça peut permettre à d'autres classes d'avoir des éléments à disposition. Alors. Avec l'inox, nous deux on s'en servait quasiment jamais en fait. Hein, non, parce que l'inox ça part le vin. Il n'y a pas trop d'éléments il y a que le vin éventuellement qui pouvait lui servir. Ça. Donc la terre pas du tout. Et lui il en fait pas le devant, le quadrille. À la limite peut-être un magicien, peut-être avec un personnage magicien, ça pourrait. Ah oui. Bah oui, le magicien ça il l'utilise, et puis le Craig Hart aussi, qu'on verra sans doute à un moment ou à un autre. Lui, c'est pareil, il utilise beaucoup de terre. Ah bah oui, alors là, il peut faire un bon duo. Là, là, ça peut lui donner un petit truc en plus, quoi. Donc voilà, ça c'est une carte que j'ai utilisée souvent parce que c'est une carte qui revient régulièrement et qui permet de placer un poison, ce qui est bien quand t'as un gros monstre en fait. Hein, Et on rappelle que le poison, c'est plus un dégât après chaque fois qu'il est attaqué, quoi. Qu'il subit une attaque. Tant qu'il a le poison, et puis du coup le poison il est assez difficile à enlever, même quand on prend un soin. Si la créature se fait soigner, c'est d'abord le poison qui saute avant de faire regagner des points de vie. Donc c'est un bon bloquant et c'est une bonne condition quand tu as des monstres qui ont pas mal de points de vie. Pour tu peux l'améliorer à 4 de portée. Donc, tu peux l'améliorer, tout à fait. Le bas, je pense, rarement servi. Ça peut peut-être m'arriver, c'est très situationnel, donc parce que c'est une carte qui se perd. C'est une attaque aussi à de distance, mais qui fait 5 de dégâts quand même, donc c'est pas mal. Oui, c'est une grosse attaque, oui. C'est une grosse attaque, voilà. Donc peut-être que je vais l'utiliser. J'ai pas trop souvenir. J'ai surtout souvenir du haut, quoi. Ouais, parce qu'elle se perd, donc en fait c'est quand même délicat. Et puis par rapport au haut, qui est vraiment intéressant. C'est vrai que la perdre, ça te prive après, peut-être à la fin d'une aventure, quand tu n'as plus trop d'utilisation, mais... C'est ça. Et puis, une fois de plus, il y a le haut et il y a l'initiative. Je m'en servais souvent aussi, parce que l'attaque, tu la places assez facilement, mais si j'avais un truc à placer plus lent, je l'utilisais souvent en combinaison avec d'autres cartes, quoi. Ouais, donc tu privilégies les 2 points forts, c'est d'abord l'initiative, et après son attaque qui empoisonne, quoi. Donc ça fait deux gros points forts. Ce qui fait que je pense que je l'ai gardé assez longtemps. Après, pour être honnête, c'est comme toi, en fait, j'ai pas été au-delà du niveau 5, donc il y a certaines cartes qu'on va redécouvrir ensemble, mais que j'ai pas joué. Peut-être qu'il y a mieux après. Mais bon, après le bas, il est améliorable, mais alors là, améliorable pour si peu d'utilisation, puisqu'elle se perd sur une seule utilisation. Comme tu dis, il doit y avoir des cartes meilleures après plus haut niveau, que je sais pas si ça vaut le coup là, de dépenser de l'or sur cette carte. Faut vraiment quelqu'un qui est vraiment sachant que c'est pareil, le quadrille n'est pas un grand spécialiste du loot, comme on va le voir dans les cartes. Donc si c'est pareil, il va avoir du mal à accumuler de l'argent, donc ça va être quand même dur là, va falloir qu'il fasse des choix au niveau de l'utilisation de son or, en tout cas. Allez, on passe à la deuxième. On passe à autre chose. Alors, on va passer sur quelque chose, une des meilleures cartes, en tout cas une avec lesquelles je m'éclatais le plus dans le terme de gadget, c'est le lance-flamme, Flame Thrower. Ah ouais, ça je me rappelle, ça tu l'utilisais beaucoup, quoi. Ça, une fois de plus, j'imaginais bien le gadget avec le truc au bout du bras. Et là, ça me fait un personnage, qui sort du médiéval fantastique, quoi. Avec un lance-flamme, quoi. C'était trop beau, quoi. On imagine la scène. Alors, c'est clair. Et puis, ça me fait penser à, je sais pas, dans Star Wars, il y a un personnage comme ça qui envoie du feu avec son bras, je me rappelle plus. J'ai des images comme ça, mais j'ai du mal à voir ce que c'est. Le lance-flamme.
Alors le lance-flamme, alors voilà, c'est une de ces cartes. On va avoir toute une série qui se perd, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser qu'une seule fois. Donc il va falloir qu'il l'optimise, qu'il la place au bon moment. Mais voilà, il en a pas mal dans ce goût-là. Et celle-là, elle est un petit peu particulière. C'est une de ses seules attaques au corps à corps. Mais c'est spécial, c'est corps à corps et zone en même temps. Oui. C'est corps à corps, mais sur 3 zones, sur 3 hexagones. Voilà. Et ça, on peut voir sur la série d'hexagones il se met en position sur la grise en fait, et il va toucher 3 zones devant lui, quoi. Et alors celui-là, il vaudrait le coup, tu vois, si tu joues longtemps, quoi, plus que toi, quoi, si tu le mènes jusqu'au niveau 9, de la garder, de l'améliorer. Ah, oui. Parce que là, pour le coup, tu peux rajouter 2 zones de plus, donc tu pourrais faire 5 zones, quoi. Donc là, tu grilles, quoi, tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et tu boostes l'attaque. Tu peux la monter à 4 en plus. Ouais. Et en plus, le pompon, c'est qu'elle blesse en plus. Et oui, elle blesse. Ouais. Donc voilà, c'est blessé. Après, chaque monstre touché perd 1 point de vie au début de leur activation. Donc c'est super puissant. Ça. C'est super puissant. Ouais. Donc généralement, ça fonctionnait bien. Tu peux gagner 2 points d'expérience. Et ça fait gagner 2 points d'expérience. Et ça fait du feu. Du feu qui, pour le coup, moins intéressant parce qu'une fois de plus, lui, il va pas utiliser, enfin en tout cas à ma connaissance, d'éléments, ou peu en tout cas. Mais voilà, après l'initiative est, on va dire, moyenne. Mais bon, ça c'est une carte que j'ai jouée à chaque fois, quoi, que j'ai toujours gardée parce que voilà, sur 3 zones, c'est intéressant. Après, du coup, attention, ça vous met en position de corps à corps avec les créatures quand même. Hein, du coup, vous êtes obligé de vous rapprocher pour le coup, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, même plus le bas, je sais plus si tu l'utilisais beaucoup, mais c'est quand même utilisable avant de la griller, quoi. Tu peux t'en servir toujours pour un bouclier 1. Voilà, même qui peut être amélioré à 2, mais aussi là on voit que si on veut la garder, on peut la customiser. Donc te mettre 1 de protection aussi, éventuellement dans certains cas, ça peut être intéressant. Bah ouais. Et puis ça affecte les alliés aussi. Hein. Ah oui, affecte, oui. Alors, affecte soi et tous les alliés adjacents, c'est-à-dire, oui. Donc si toi t'as des invocations aussi à côté de toi, tu leur mets bouclier. C'est pas mal. Les invocations aussi, et les alliés, ça peut être les autres joueurs. Hein. Donc, si on en a plusieurs, si tout le monde est groupir, quoi. Tu mets 1 à tout le monde. Ouais, non, j'avais pas vu ça, le côté allié, quoi. C'est bon, ça. De souvenirs, en tout cas, si je l'ai pas fait, je le referai comme ça. En début de partie, c'est pas mal. Quand on place ton groupe sur la première salle, et tu sais que. Mais je pense que tu le jouais, me semble. Mais tu sais que tu vas subir une charge. Il y a des chances que tu subisses une charge au début pour après une réplique. Tu sais, ok les gars, moi je suis derrière, je me mets déjà tous bouclier 1 direct. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Ça c'est une très bonne carte, moi je trouve, une très excellente carte à garder. Ah oui, ça c'est une de celles que j'ai gardé le plus. Voir. On verra s'il y a plus haut niveau, il y a mieux, mais là je trouve que déjà celle-là, on peut l'améliorer éventuellement et la garder longtemps. Quoi. Je trouve une excellente carte. Après, généralement de mémoire de celles que j'avais tendance à changer, c'était plutôt on va revérifier en les voyant, mais des cartes de soins où je trouvais des versions meilleures ou des trucs comme ça. Mais on va voir. Ça. Quoique certaines sont quand même vachement bien. Donc là, une de celles sans doute que j'ai pas forcément gardé, c'est Energizing Tonic. C'est une carte donc pareil, alors là qui est très basée sur le soin. Alors donc c'est un tonique énergisant, donc on imagine bien par une petite potion, une espèce de Red Bull là. C'est le dopage. Voilà, un gros coup de dopage. Alors très rapide, donc 16 d'initiative. Ah oui, là pour le coup, pour l'initiative, elle vaut tu peux l'utiliser rien que pour ça en fait, au départ dans le deck en fait. Voilà, éventuellement, parce qu'en fait le haut et le bas se perdent. Donc ça c'est toujours très problématique. Ça c'est un point négatif. Ouais, sachant que pour le haut, c'est un gros soin. C'est un soin de 5 points de vie. Améliorable, mais... Améliorable éventuellement, à portée 2. Donc voilà. La distance, mais une distance qui n'est pas très quand même éloignée. Pas énorme. Donc,
Ouais. On imagine bien qu'il lui balance l'élixir. Chope ça, bois ça. Avec 2 d'expérience. Voilà. Mais je pense qu'au début, ça peut être pas mal. Parce que 5 points de vie, c'est quand même bien. Oui, parce qu'on n'a pas la grosse potion encore au début. Voilà. Donc ça fait quand même quelque chose qui peut bien soigner un personnage, lui rendre presque la moitié de ses points de vie ou plus de la moitié. Donc ça peut bien aider au tout début. Voilà. Mais voilà, on imagine vraiment bien qu'il a son tonique, il en a qu'un. Il faut qu'il le prenne et soit il le prend pour soi en guérison ou alors éventuellement en dopant, parce qu'on voit que le bas de la carte là c'est mouvement 6, ce qui permet de faire un sacré beau sprint aussi. Et pareil, donc dans une situation à un moment ou à un autre, sans doute vers les fins du scénario où se dit à l'attaque là il faut faire un bon coup de rush là, ou alors le guerrier qui est devant qui est en train de faire front, il faut qu'il ait un bon coup de point de vie. Là tu grilles ta carte quoi. Mais sans doute qu'elle va elle va laisser la place à d'autres cartes, celle-là, quand même. Ouais, si tu arrives à avoir des bonnes initiatives plus tard. Parce que là, c'est toujours gênant, moi aussi, j'ai du mal à. J'ai du mal à sélectionner des cartes qui sont avec les deux faces perdues, quoi. Parce que c'est vrai que bon, ça peut être utile, mais en attendant de t'en servir dans la partie, tu as une carte un peu boulée, là. Parce que, bon, là, tu as une bonne initiative, à la limite, heureusement. Mais bon. Tu as que ça quoi. D'option en attendant d'utiliser et de la perdre sa grosse capacité. Oui. Bon après comme tu as 12 cartes, tu as du choix quand même. Mais c'est vrai que tu as ce côté-là. Et après, et on va voir ça aussi, c'est une des caractéristiques du Tinkerer. Les points d'expérience, il va les gagner quasiment que sur des cartes qu'il perd. Donc si on fait le choix de prendre des cartes qui se perdent pas, on va ralentir sa progression en expérience aussi. Donc c'est aussi toute la richesse de ce personnage-là et la richesse de son gameplay, c'est qu'il va falloir réussir quand même à griller ses cartes, pas trop vite, mais il faut le faire quand même si on veut le faire progresser en expérience, quoi. Donc c'est pour ça que, parce que on a vu le soin là, c'est 2 points d'expérience quand même, mine de rien. Le mouvement, 1 point d'expérience. Bon, voilà quoi. Donc on va voir, je pense qu'on va croiser des cartes plus tard qui vaudront le coup de se débarrasser de celle-là, quoi. D'accord. Alors, une autre. Ouais. Alors, une très bonne carte, c'est Reinvigorating Elixir. Donc encore un élixir. Ouais, encore une potion, quoi. Encore une potion, on va dire une potion un petit peu plus, enfin, surtout qu'il en a plusieurs, parce que cette fois-ci, alors là voilà, il y a des recharges, quoi. C'est une carte qui ne perd pas, en tout cas pas pour le haut, donc qui permet de faire un heal de 3 à 3 de portée. Donc là il est vraiment dans sa fonction de soutien et de guérisseur, de manière classique. Et voilà, on attend beaucoup ça de lui, quand on a dans un groupe un Tinkerer, on attend beaucoup qu'il soigne. Et c'est pour le coup, c'est ce qu'il fait, notamment avec cette carte-là. 3 de portée, c'est pas mal quand même. 3 de portée, c'est bien. Tu peux améliorer en plus à 4. Tu peux booster, peut-être quand on voit le bas, ça me fait une bonne carte qui vraiment peut être, peut-être tu me diras, parce que conserver longtemps celle-là. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est pas mal. Et notamment pour le bas, parce que le bas est bien aussi. Bien qu'on perde la carte, ça permet quand même à un joueur de récupérer toutes ses cartes défaussées, donc placées au bon moment, avant qu'il fasse un repos, et avant donc puisque au moment du repos, on l'a expliqué tout à l'heure, on perd une carte, définitivement, juste donc placer cette carte-là, ce pouvoir-là, juste avant que le gars se repose, il va récupérer toutes ses cartes à nouveau, il va se refaire toute une série de tours sans avoir perdu de cartes. C'est vachement fort quand même, ça. Ouais, c'est fort, et ça tu vois, je suis en train de réfléchir, moi qui ai joué l'orchide magicienne qui a peu de cartes, ça peut être un bon compagnon pour un personnage qui a peu de cartes aussi, ça. Tout à fait. Et oui, pour l'orchide là, c'est pas mal. Alors bon, après l'orchide c'est particulier, on reverra quand on fera un focus spécial sur ce personnage-là. Elle perd beaucoup de cartes aussi, l'orchide. Elle joue beaucoup sur des cartes lost. Donc on verra, tu me diras ça après quand on rejouera. On en reparlera pour pas spoiler là, sur le départ. Est-ce qu'il a beaucoup de cartes dans sa défausse, quoi?
Mais oui, après, cette carte-là est vraiment sympa parce que déjà c'est assez original, quoi, et on l'avait pas vu jusque-là, ça. Hop, tiens, on peut récupérer toutes les cartes de la défausse, c'est cool. Bon, c'est deux points d'expérience chopés en plus, donc pour le Tinkerer, c'est très bien. Ouais. Et même ça, voilà. je me rappelle que tu me le faisais, Ça, je te l'ai fait, ça c'est sûr. Ouais. Après, excellente par contre, carte. Faut être au contact. Mais ouais, très. Ouais, faut être au contact, mais bon, c'est pas trop difficile à un moment donné ou un autre d'arriver quand même. Puis bon, faut bien le placer, de voir que celui à qui tu fais récupérer les cartes, il en a un bon paquet dans sa défausse pour que ce soit vraiment optimisé, quoi. Ouais, donc plutôt vers la fin, on va dire. Vers la fin d'un cycle de cartes. Vers la fin d'un cycle, quoi. Voilà. Donc il faut bien s'ajuster avec le ou avec le, si on est plusieurs, de choisir un personnage, voilà, qui en a un bon paquet. Et ce que je disais par le côté adjacent, c'est que du coup, comme c'est un bas de carte, tu vois, il faut d'abord avoir fait le mouvement, être en position. Ah oui, alors ça, voilà, c'est ça qui est plus embêtant. Voilà. C'est soit avoir une carte avec un déplacement haut, mais je sais pas s'il en a, le Tinkerer. Non. Il n'y en a pas. Hein. Donc il faut qu'il anticipe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se place avant et qu'il soit suffisamment rapide pour le faire avant que. Pour pas gêner le déplacement du personnage. Ou alors c'est l'autre qui vient vers toi. Ou l'autre, faut calculer, voilà. Il faut vraiment bien faut bien se parler, de dire ça serait pas mal. Faut que l'autre personnage connaisse ta possibilité, qui te disent bon, ça serait pas mal que tu me reboostes là, j'ai pas mal de cartes épuisées, tu vois. C'est ça. Ouais, donc là c'est bien communiqué. C'est vraiment le personnage de Tinkerer, il est sympa à jouer parce que justement pour ça, c'est des combos à placer, c'est des bons positionnements, des bons timings à trouver. Et voilà, quand tu arrives à faire la bonne combinaison avec le bon timing, c'est cool, quoi. Là, tu fais ça, j'ai optimisé ma carte, c'est chouette. Ouais. Donc c'est ce que je pensais, tu vois, c'est un personnage vraiment à combo. Donc c'est vrai que comme on le joue au départ, alors là pour le coup, si vous êtes débutant dans le jeu et que vous avez un peu plus de mal, vous n'avez pas trop l'habitude des jeux à combo, peut-être pas choisir ce personnage d'entrée, quoi. Allez plutôt sur la brute qui est plus simple à ce niveau à jouer. Mais pour ceux qui aiment les jeux de combo, qui ont plus l'habitude au départ, là ils vont se régaler, quoi, avec ce personnage. Ouais. Alors c'est vrai que je disais au début que c'était bien pour commencer. Il y a le désavantage entre guillemets, c'est que du coup on a plus de cartes, donc on a 12 cartes, donc on a beaucoup de cartes à étudier avant de faire des choix. Et c'est vrai que dans les premiers temps tu fais alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire tout ça. Il y a beaucoup de possibilités, oui. Mais bon, après c'est sympa aussi, hein. C'est même très sympa. Donc ça, on était sur, on a dit on n'a pas parlé de l'initiative. L'initiative. Donc on a deux côtés déjà très positifs. Et le troisième, on peut pas dire que c'est négatif, c'est quand même une bonne initiative, moyenne plus, 37, moyenne plus. C'est ce qui est pas mal pour le Tinkerer. En dessous de 40, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de monstres qui sont au-dessus de 40, et ceux qui sont en dessous, en général, ils sont très très rapides, donc c'est pas d'être à 37 qui va forcément être un handicap, parce qu'ils sont à 4 ou 5. Donc là, je crois pas que le Tinkerer il ait des très très basses. Hein. C'est parmi ses plus. Non, dans les plus basses, il est. On a vu là le tonic, c'est 16. Je pense que c'est ce qui est le plus bas. C'est le plus rapide. Donc, s'il y en a un monstre qui tape à 4, 5 ou 7, dans tous les cas, il sera plus rapide. Donc, ça change rien. Ouais, non, c'est pas mal. Pour lui, c'est pas mal quand même, une initiative. Ouais. Donc, c'est une carte assez classique de soigneur et de soutien, quoi. On voit qu'il va permettre de récupérer des cartes. Donc, carte qu'on va garder pas mal, je pense. Très bonne carte. Ouais. Alors, une très bonne carte aussi, que d'ailleurs on va en reparler, puisqu'on a parlé aussi avant de l'Inox, qui peut comboter bien avec lui, c'est le Stun Shot. Stun Shot, c'est une carte qui fait 20 d'initiative. Ah oui, rapide. Assez rapide, même très rapide pour lui. Ouais. Et c'est une carte que j'ai souvent jouée aussi, puisqu'en fait elle fait une petite attaque, c'est une attaque de 1. À portée 3, donc portée 3 intéressante, tout ça c'est améliorable, et ça donne et ça assomme en fait, ça donne la condition stun, une condition qui est pas forcément très très commune, qu'on va voir relativement rarement quand même dans les cartes, surtout dans les premières comme ça dès le niveau 1.
Et ça, c'est pareil, en termes de réflexion, de stratégie, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un monstre, même si on sait qu'on va pas lui faire un gros dégât, si c'est un gros truc qui va passer un paquet d'attaques, pouf, on place le stun, on sait que là, pour un tour, on va être tranquille, quoi. Et puis là, ça fait une combo avec l'Inox, quoi. Ça fait on se rappelle, je vous renvoie à notre vidéo précédente là, sur l'Inox, parce qu'il y a une attaque qui peut tuer donc un adversaire stun qui a eu la condition stun. Donc là, il y a quelque chose à faire entre les deux. Ah bah oui, parce que c'est une carte qui se perd pas, donc il va pouvoir régulièrement venir la rechercher et voilà, proposer à l'Inox d'aller de dire garde ta carte en réserve, on va se la jouer ensemble, quoi. Puis là, bam bam, petite combo de stun et je tue derrière. Ça c'est pas mal. Hein. Et puis le bas est bien aussi. Ouais, bon mouvement. 4 de mouvement, c'est chouette. Au départ, c'est parmi les plus rapides. C'est le plus rapide, 4. Et il en a pas tant que ça, des mouvements rapides. Donc, il en a quelques-uns, mais voilà. On s'en sert de ça. Améliorable à 5. 4, 5 de déplacement. Avec des bots de plus 3 de base, là, on peut aller jusqu'à 7. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça fait un bon déplacement. Donc encore une carte qui est intéressante parce que voilà, quand on va avoir le plaisir de choisir ses cartes et de réfléchir à sa stratégie, on peut se dire tiens, ça le gros machin qui arrive, là, le gros sac à points de vie qui va nous taper dessus, paf, ou un boss. Enfin, s'ils sont pas immunisés. Oui, voilà, s'il est pas un petit boss, on va dire, parce que les gros. Généralement, ils sont immunisés. Ouais. Mais disons que la capacité de pouvoir neutraliser un adversaire puissant, là, tu vois, comme un Earth Démon, là, ou un un golem, là, aussi, de pierre, hein, tout ça, là, qui tape très fort, là, c'est bien quand même. Bah oui, parfois, c'est intéressant de temporiser. À la limite, des dégâts, on s'en fout, c'est juste le fait de neutraliser l'adversaire qui est vraiment intéressant. Voilà. Et puis voilà, donc à utiliser au bon moment. Ouais. Moi, j'aimais bien cette carte-là aussi. Alors après, je sais plus si je l'ai gardée très longtemps, mais je trouve que pour une première carte, c'est intéressant. Alors, on passe à une autre. Allez, on va passer à ma favorite, ma préférée, que j'ai joué très longtemps. et de cœur. Ouais, voilà, une carte de cœur. C'est le Hook Gun, le pistolet à crochet. Voilà, c'est un peu l'équivalent du Hook and Chain de la brute, mais ça c'est disponible dès le premier niveau, donc c'est vraiment, il faut imaginer le pistolet, il tire dessus, pistolet à grappin, ça se plante et il ramène la créature à soi. Donc une attaque de 2, bon voilà, pas énorme mais normal quoi, à portée 3 et qui propose donc de tirer de 2 cases vers soi. Et donc j'ai beaucoup utilisé aussi pour mettre des monstres dans les pièges. En fait, je me plaçais entre le monstre et le piège, et puis chouit, viens là, toi. Et voilà, et c'était assez améliorable un peu à distance. Faire ça très loin, ouais. Alors après, c'est vraiment une carte que pour le trip, quoi. Vraiment là, pour le coup, c'est vraiment le principe du Hook Gun qui me faisait triper, parce qu'en fait, au final, la 72 initiative, elle est plutôt lente, et le bas de la carte, bon, alors, c'est un super loot. Mais bon voilà, faut avoir l'occasion de le placer. Toi, tu t'aimais bien quand même ça, le loot quand même, c'était un truc. Ah, j'aimais bien le loot. Bah, il fallait bien de temps en temps, mais voilà. Quoi que si, dans certaines circonstances, quand il y a bon tas là, de pièces, là, ça vaut le coup quand même. Bah de toute façon, c'est la seule carte loot du personnage. D'accord. Donc voilà, c'est une fois, en fait, à un moment il se lâche, quoi. Il récupère tout ce qu'il peut, mais voilà, et puis on perd la carte, donc voilà. Alors je sais pas pourquoi celle-là me plaisait vraiment. Je pense que c'est plus pour le trip, quoi, de tirer dans quelqu'un, de le ramener dans un piège. Non, puis je te rappelle pas, on faisait la stratégie quand même pas mal de tirer les monstres dans les pièges, quoi. Ah ben c'est ça. En plus que toi tu peux les créer, donc tu peux les créer un peu ces pièges. C'est ça. Donc les créer, puis après le tirer dedans, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, parce que la capacité de créer des pièges, ça peut être intéressant, mais vu que les monstres naturellement évitent les pièges, il faut vraiment que tu trouves des moyens de les mettre dedans, quoi. Donc ça, c'était l'occasion. Généralement, je plaçais ça avec un mouvement, hop, pour bien me placer autour du piège, soit que j'avais créé, soit qui était déjà en jeu, puis paf, je le mettais dedans, quoi.
Et puis c'est une carte qui se perd pas, donc en tout cas pour le côté pistolet, quoi. Et en plus, c'est une carte que plus tu montes en niveau, elle devient intéressante parce que les pièges aussi ils deviennent de plus en plus forts avec les montées de niveau de scénario, et donc ça peut devenir vraiment meurtrier, quoi. Mais ouais, oui. Enfin bon, là une fois de plus c'est très le petit gadget, quoi. Imagine, d'un côté il a son lance-flamme, de l'autre côté il a son, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans sa main sans doute, là on voit une espèce de mini arbalète. Donc voilà, le spécialiste des gadgets, quoi. Bon voilà, 72 initiatives par contre, du coup c'est obligé d'être combiné, par contre voilà, tu le combines avec une des cartes rapides qu'on a vues. Et puis c'est pas le seul point négatif, c'est ça en fait. C'est pas une carte rapide, quoi. Non. Après voilà, il va tourner dans ces eaux-là dans les plus lentes. Il va rarement être au-delà de ça, quoi. Bon, après c'est une carte que j'imagine que quelqu'un qui joue d'un style différent, qui est pas trop intéressé par les pièges, tout ça, il va la changer assez rapidement. Quoique le loot, après il faut se méfier, suivant les scénarios, il faut toujours garder une carte de loot quand même disponible. Là pour le coup, faut faire attention. Mais bon. Ah oui. Bah, je pense que pour le loot notamment, il faut la prendre. Enfin au début. Parce qu'il faut bien qu'il chope un peu de pièces, ce pauvre Tinkerer aussi. Oui. Non, c'est pas les autres qui vont lui enfiler. Non, parce que dans l'équipement, lui, pour le coup, il aura des équipements qui lui sont quand même très utiles, qui peuvent bien l'aider dans toutes ses combos. On en parlera à la fin. Mais donc il faut qu'il puisse acheter de l'équipement, donc il faut qu'il puisse récupérer un petit peu d'argent. Donc là, on voit bien que qu'il est pas dédié à ça, il est vraiment dédié aux autres, hein. Il est très très ouvert aux autres, il est pas trop égoïste. Donc il a qu'une carte de loot et en plus il se grille. Donc on n'a pas trop parlé dans la psychologie. Les Catril, ils sont plutôt bons, non? J'ai l'impression. Bah, je pense qu'ils sont plutôt bons. Ils sont utiles à la société, en tout cas, de Gloomhaven. Ils sont bien intégrés, à peu près. On peut pas dire que il y a pas trop de problèmes avec les Catril, donc c'est ça. Ouais, donc c'est ça. Ça sera difficile le jouer dans un groupe qui est plutôt chaotique. Ça, faudra plutôt trouver la motivation. Mais là pour le coup, peut-être l'argent ou la quête d'objets rares, ou c'est ça, c'est sa curiosité qui peut très bien peut-être l'attirer vers des groupes un peu plus sombres, on va dire. Où là il va, parce que ça il est très très curieux, donc il aime bien aller chercher des anciennes technologies, pour comprendre comment ça marche. Enfin voilà, c'est ça qui le fait partir à l'aventure, quoi. Oui, mais donc plutôt gentil. Ils disent qu'ils sont des créatures charmantes, donc ils savent parler, etc. Voilà. Donc voilà, on en était sur le hook gun et le loot, la seule carte de loot du personnage. Donc on continue par une autre carte de soin. On va voir qu'il en a plusieurs. Donc c'est le Restorative Mist, le brouillard de restauration. Donc là peut-être qu'il a un spray, je sais pas. Oui, t'envoies genre de vaporisateur. En tout cas, c'est une très très bonne carte. Très bonne carte à mon sens, puisqu'elle est rapide. Les 17 d'initiative, on est dans les plus rapides. Elle propose un soin, un 3 de portée de 3, ce qui est améliorable, 4. Très correct, améliorable aussi. Et même le bas est intéressant, puisque il fait un mouvement de 2 et un heal de 1 à tous les alliés adjacents. Donc pareil. Alors, ça particulièrement intéressant, tu sais, quand on a pris des conditions. Carrément. Là, pour le coup, tu peux plusieurs alliés, tu peux carrément lever, par exemple, le poison, comme on disait tout à l'heure, et permettre de se soigner derrière. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Oui, parce que le heal 1, l'intérêt du heal 1, c'est principalement, notamment ça, de faire sauter le poison, parce que on l'a dit tout à l'heure, quand on fait un heal, qu'il soit de 1, 2, 3, 5, 6, de toute façon, le heal, il va juste servir à enlever le poison. Donc autant sacrifier un heal 1, voilà, et en plus là on voit que ça va toucher différents alliés. Tous les alliés adjacents, quoi. Donc, là, à un moment donné, quand on est plusieurs à avoir pris des conditions, on se met tous autour du quatrille et hop, chauffe. Il lève toutes les conditions, c'est vraiment fort. Si le groupe est aux prises, par exemple, avec des serpents, des vipères, là, qui font que empoisonner tout le temps, voilà, ça permet au moins pour un temps de faire sauter les conditions. Et oui, et en plus, ça se perd pas, quoi.
et ça se perd pas. Non, tu peux le réutiliser. Donc ça, elle est très très bonne carte. Elle est toute bonne partout, quoi. Elle est excellente, celle-là. Les 3... C'est du soin, elle est rapide, et ça permet... Et il y a du soin en bas avec le mouvement aussi. Donc, utilisable sous ces 3 aspects, quoi. Donc elle est vraiment bonne, celle-là. Voilà, et là, on est vraiment dans le cœur du personnage de soutien de soin, quoi. C'est la classe de soigneur dans les classes de base, hein, c'est la classe de soigneur, la plus, correspond plus à ça, quoi. Donc voilà, Restorative Mist, elle est bien. Je l'aime bien, ça. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Alors, dans les cartes qui se perdent, et puis justement, on peut en combo, on en a parlé juste avant, c'est Proximity Mine. Donc c'est une mine. Il va poser une mine. C'est pas mal, ça. Moi, j'adore les personnages qui posent des mines. J'aime bien, je sais pas pourquoi. Alors c'est intéressant à deux titres en fait, puisque du coup c'est un piège et un piège et un obstacle aussi, c'est-à-dire qu'une créature va pas aller sur le piège, il va toujours essayer de le contourner. Donc ça permet aussi souvent, moi, je sais que je m'en servais aussi pour ça, forcer les monstres à devoir faire le tour pour aller te chercher. Bloquer un passage, des fois il y a des passages étroits et ça permet de bloquer un passage. Ouais, c'est ça. Et puis après avec ce qu'on avait dit là, le pistolet là, d'attirer l'ennemi dans le piège aussi derrière, quoi. Donc donc c'est 6 points de dégâts, c'est pas mal. 6 c'est 6, c'est pratiquement du niveau 4 de scénario dès le début. C'est quand même pas mal, hein. Ouais, alors c'est une fois, mais voilà. Et tu gagnes des points d'expérience si tu réussis à mettre un ennemi dans le piège. À piéger un ennemi, ouais. Bon, ça, tu peux mettre un combo avec ton pistolet, ouais. Voilà, ouais, exactement. Ça, c'est. Enfin, moi, je la faisais à chaque fois, cette combo-là. Et si tu es branché piège, dans ça, évidemment, tu vas la prendre. Après, en effet, comme tu disais, tu peux très bien choisir de pas choisir cette stratégie-là et d'aller vers autre chose. Et là, du coup, dans les cartes futures, on verra qu'il y a d'autres choix possibles, quoi. Mais voilà, ça c'est une carte que j'utilisais, et en plus on a le mouvement 4 en bas, donc bon mouvement aussi. On voit que le Quatril peut être assez mobile aussi. Oui, il est assez mobile, parce que 4 améliorables, là aussi ça coûte pas très cher d'améliorer les cartes au niveau déplacement, donc tu peux très rapidement les passer à 5. Ouais, ça peut pas mal. Il a, sur ses 12 cartes de départ, il a 3 cartes qui permettent de faire mouvement 4. Pas mal, c'est pas mal, ça lui permet quand même assez régulièrement de pouvoir booster s'il veut, quoi. Puis on rappellera aux joueurs débutants que la mobilité c'est vraiment très important dans ce jeu. Et oui. Surtout lui qui est justement, il faut qu'il réussisse à se placer, soit pour utiliser son hook gun, soit pour faire un soin au bon moment, ou pour placer sa mine au bon endroit. Donc il faut qu'il soit relativement mobile, ouais. Alors il y a quand même un handicap, puisqu'on est sur le déplacement là. C'est que j'ai pas l'impression à regarder les cartes qu'il ait des cartes qui sautent, qui jump. Non, il peut pas faire ça, lui. Donc là, il est trop lourd, il a trop d'équipements, son armure, son sac à dos, toutes ses potions, ses bidules. Peut-être donc ça, prendre des chaussures qui jump. Pourquoi pas. Ouais, peut-être des choses intéressantes. Ouais. L'initiative 62, ouais, pas très rapide. Moyen, pas ça qui va nous faire choisir cette carte. Non. Mais bon, la deux côtés intéressants quand même. Mais bon, on la combine avec une plus rapide et puis voilà. Voilà. Si on veut être plus rapide. Mais bon. Ouais. Donc, une carte que moi j'ai utilisée en tout cas parce que j'aimais bien le côté piège et. Voilà, là, c'est pour ceux qui veulent vraiment le jouer, un peu chasseur, un peu piégeur. Voilà. Alors, on va regarder la carte qui s'appelle Enhancement Field. Ouais. Donc, qui est une carte, on va dire moyenne. Ça veut dire quoi? Tu le traduis par quoi? Champ de field pour champ et enhancement, je sais plus, c'est de. C'est le mot j'ai le mot sur la langue. De restriction. Champ de restriction. Un truc comme ça, mais je suis pas trop sûr.
Bon bah les anglophones. Voilà, vous laisserez dans les commentaires. Dire, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Ça pas dire il y aurait le caillon là. Ou pas de restriction ou alors le contraire de restriction je sais quoi. Développement ou d'amélioration. D'amélioration. Oui, c'est plus ça. Vous nous laisserez dans les commentaires si vous... C'est pas restriction du tout, c'est plutôt amélioration. D'ailleurs, on le voit dans la carte. Sur le bas de la carte, c'est ce que ça fait. Ah oui. Le bas de la carte, oui, toi et tes alliés adjacents, c'est plutôt ça, à toutes vos attaques ce tour. Renforcement et amélioration. Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est une carte que je jouais parce que je l'avais au début, mais que je pense j'ai pas forcément gardé beaucoup. Alors ça propose une attaque à distance de 3. Ouais, c'est quand même pas mal au début. C'est quand même pas mal. En plus, qui se perd pas, c'est une bonne attaque à distance. Ouais. Donc ça va bien avec sa stratégie de rester un peu derrière et de pouvoir quand même placer de temps en temps des attaques, pas faire que soigneur, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où quand tu es beaucoup sollicité en soigneur, bah tu fais des soins, et puis de temps en temps tu fais mais bon, j'aimerais bien faire des trucs aussi. Et bon, il y a la possibilité de faire une attaque là comme ça. Mais... C'est bon, on va dire que c'est pas ma préférée, mais l'avantage c'est qu'elle se perd pas, c'est sûr. Et puis le bas de la carte, voilà, si on veut faire du soutien en attaque, pourquoi pas. Je me rappelle pas trop l'avoir joué, mais ouais, tu peux mettre là il faut être adjacent, c'est la difficulté, mais plus à toutes les attaques, ça peut un combo, faudrait bien le... il va falloir la placer, pas mal. Alors la jouer absolument avec une carte rapide du coup, parce que apporter plus 1 à l'attaque quand tu arrives en fin de tour en 61, c'est moins intéressant, donc faut automatiquement la placer avec une carte plus rapide pour que tes copains puissent jouer après toi et bénéficier de ton boost, quoi. Puis c'est certainement une carte que tu joueras plus quand on est plusieurs joueurs. C'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Nous on joue en duo, moins intéressant. Là, tu te mets au milieu de ton groupe de joueurs, là, tu leur donnes tous plus 1 à leur attaque. Si tu joues à 20, quoi, et c'est pas mal, quoi. Et toi aussi, hein, c'est-à-dire que toi aussi, si tu places un haut de carte derrière, je sais pas, un pistolet à comme on va voir, un pistolet à filet par exemple, c'est plus 1 aussi à toutes tes attaques, hein, donc c'est pas mal. Hein. Non, là, c'est quand même bien. Ah, je reviens dessus, c'est pas mal finalement. En combo, une fois de plus, quoi. En tout cas, au début, une grosse attaque, c'est déjà quand même bon à prendre. Hein. Ouais. Oui, une attaque de 3, c'est quand même pas mal. Ouais. Et puis, le côté initiative, tu peux le compenser, donc, comme on a dit, en jouant une carte plus rapide avec. Quoi. Plus rapide, ouais. Bon. Pas mal. Et on arrive sur les 3 dernières, qui sont 3 cartes qui vont se perdre. Et donc, on vient juste de le nommer. Donc, on va aller sur le pistolet à filet, net shooter. Le net shooter. Donc, voilà, une fois de plus, un des gadgets on voit bien le truc, on imagine un filet qui s'ouvre. Le pistolet, là, il y a plusieurs options dessus. Ouais. Et donc, on voit que c'est une attaque de zone à distance. Attaque de 3, portée de 3, qui va immobiliser et qui va permettre de gagner 1 point d'expérience par ennemi touché. C'est pas mal ça. Donc c'est pareil, ça donne une option, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça peut être pas mal que ces personnages-là qui sont plutôt, je sais pas, des monstres qui vont attaquer au corps à corps, tu les bloques. On les bloque pour un temps. Et puis une attaque de 3 quand même. Ouais. Une bonne, ça là pour vous c'est une bonne attaque qui vaut le coup d'être perdue, parce que si tu la joues bien, tu bloques aussi tes adversaires. Et voilà. En plus, tu as une zone en plus, tu peux aller jusqu'à 4 éventuellement l'améliorer. Ouais. Et donc, comme on voit, on revient en arrière, si on la combine avec le champ de renforcement, là, là on a une bonne initiative, 19, donc on va passer assez vite. Hop. Et on va avoir 4 sur 3 adversaires, c'est pas mal. 3 adversaires, juste avec une combo de cartes, sans avoir joué d'objets ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Par contre, voilà, c'est une des cartes qui se perd, et donc on voit une fois de plus que c'est les cartes qui se perdent qui permettent au quadrille de gagner ses points d'expérience. Ouais. Donc il va falloir qu'il y passe à un moment ou à un autre, quoi. Alors quand même une bonne initiative. Ouais. Tu peux la jouer avant pour ça.
19. Et le bas aussi est intéressant, regarde quand même le bas. Et le bas est intéressant. Le bas est très intéressant aussi, une fois de plus, pour se protéger, pour prendre un peu de distance. On immobilise d'abord un ennemi adjacent, et une fois que c'est fait, on bouge. Donc voilà, et on sait qu'il va pas pouvoir nous poursuivre, a priori. Donc, ouais. Alors là, c'est intéressant parce que regarde, tu peux améliorer le déplacement, mais tu as aussi tu peux rajouter une condition. Tu peux immobiliser et ajouter, je sais pas moi, une malédiction ou un poison ou un stun. Bon, ça coûte de l'or là pour le coup, mais tu peux, c'est faisable. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça. Ouais, c'est pas mal. Tu peux booster le mouvement aussi. Ouais, puis 19 d'initiative, quoi. Donc. Ouais, rien que ça, c'est déjà utile. Ouais. Rien que ça, c'est là. Ça permet de jouer aussi le bas assez facilement. Avant d'utiliser le haut quand ce sera le moment, parce que voilà, une fois de plus, après c'est fini, elle sera perdue. Ouais. Et puis, écoute, on va arriver sur les deux dernières, notamment une que j'aimais bien aussi, pareil dans le principe, c'est la Ink Bomb, donc la bombe à encre. Voilà, on imagine bien aussi une espèce de grenade. Ouais, il a son équipement, il a ses grenades. Voilà, qui fait cette fois-ci une attaque à 4, donc encore plus fort que le net shooter, donc voilà, et qui cible 3 personnes sur des zones adjacentes, et qui va créer de l'obscurité. Alors ça, c'est intéressant, ça aurait été bien pour mon personnage là, que je joue actuellement avec toi, mon assassin. Donc j'en parle pas parce qu'on va pas spoiler, mais qui a besoin de nuit. Là c'est bon. Ouais. Après ce sera une fois quoi. C'est une fois. Vraiment... C'est une fois. Donc mais bon, voilà, c'est le petit bonus on va dire. On voit qu'il a un peu de tous les éléments qui peut à un moment donné servir à d'autres classes de personnages. Ouais. Polyvalence là, à nouveau. C'est ça. Mais là on voit quand même que il peut placer rarement, parce qu'elles sont perdues, mais des bonnes attaques quand même, des attaques de zone. Et attends, tu peux l'améliorer à 5 aussi. Et tu peux l'améliorer à 5, ouais. Tout à fait, ouais. Donc là, c'est pas mal. Le net shooter, le Ink Bomb est bien aussi. Voilà, après, on sait qu'au début de partie, on a le net shooter à placer, le Ink Bomb à placer, le lance-flamme à placer. On a toutes ces petites son piège éventuellement. Voilà, on sait qu'on a ces cartes-là à placer et qu'il va falloir les jouer parce que déjà elles sont puissantes et qu'elles sont intéressantes en termes de jeu, et qu'en plus c'est ça qui va nous permettre d'avoir nos progressions d'expérience. Quand tu as des groupes d'adversaires, ça vaut le coup, quoi. Oui, mais ça, c'est quand même régulier qu'on ait plusieurs créatures ensemble en paquet. Et puis on a notre troisième mouvement de 4 en bas, donc qui lui donne sa mobilité quand même, hein. Ça fait une carte sur 4 qui a mouvement 4, c'est pas mal. Ouais, toujours améliorable à 5. Toujours améliorable. Après l'initiative, pas terrible, hein, mauvaise initiative, 74. Ouais, là on est dans les pires. Faudra la comboter avec une autre plus rapide. C'est ça, si besoin. Ouais. Si besoin, parce que là pour le coup, parfois, c'est pas une nécessité, tu peux la jouer après les autres. Éventuellement, le temps de voir la situation. Ouais. Ok, une bonne carte quand même. Ouais, voilà. Une fois de plus, on voit qu'on l'imagine bien un peu en arrière, à lancer ses projectiles, à lancer ses bombes, et à faire du soutien, du soin. Enfin, on commence à cerner un peu l'ambiance du personnage. Et puis là, la dernière, je l'ai gardée pour la fin parce que ça ouvre une autre possibilité encore pour le personnage. C'est donc Armless Contraption, qui est donc l'invocation d'un leurre. Il summon decoy, donc il invoque un leurre. Donc c'est une invocation. Donc une invocation, c'est une créature un allié en fait, qui va apparaître sur le terrain et qui va jouer avec nous. Alors c'est un peu spécial à jouer parce que en fait on les contrôle pas, et ils ont leur propre intelligence artificielle comme les créatures. Donc il faut composer un peu avec ça, c'est un peu spécial, mais elle est intéressante parce que là pour le coup ça va pas faire de dégâts, c'est juste un sac à points de vie quoi. C'est une créature qui a 6 points de vie et qui va en fait attirer les coups des ennemis quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait les adversaires ils vont frapper en premier à l'invocation.
Oui. Qui est toujours plus rapide que soi. Donc si tu es visé, ils vont taper toujours sur l'invocation. Donc c'est ça, hein, c'est un leurre protecteur en fait. Un peu, tu sais, comme le magicien, il avait ses images. Comment ça s'appelle Image miroir. Image miroir, voilà. C'est un peu ça, en fait, une image miroir, en fait. Ouais, alors pour le coup, moi je l'imagine ça plus mécanique. Il n'a pas d'attaque, il a pas d'attaque, donc en fait. Non. J'imagine vraiment ça comme une espèce de mannequin. Ah, tu crois que c'est une marionnette, un truc comme ça? Pour moi, oui, c'est ça. Ouais. C'est toi, il place une espèce de robot, quoi, qui te accroche. Ouais, fait du bruit, je sais pas. Une marionnette, un truc qui. Un truc qui fait du bruit, qui attire les ennemis. Et du coup, là, ça ouvre une autre option de jeu, parce qu'on va voir dans les niveaux suivants, dans la prochaine vidéo, qu'il va avoir d'autres invocations possibles. Donc, c'est aussi une autre option, on voit dans sa polyvalence. Il a aussi la possibilité d'invoquer des créatures. Et pourquoi pas de les guérir, hein, puisque quand on fait un soin, on peut très bien soigner aussi ses alliés et ses Puis il y a des objets aussi qui améliorent, qui permettent de soigner ou d'améliorer les invocations aussi. Éventuellement, si on veut, on peut partir là-dessus. Ouais. Donc une carte intéressante, lente, certes, 74, c'est pas terrible, mais... disons que ça peut te sauver la vie quand même. D'avoir que voilà, parce que 6 points de vie c'est pas mal quand même. Il va résister on va dire, sauf sur ou à un gros boss, un gros monstre qui va encaisser la grosse attaque, ou alors il va résister à 2 voire 3 attaques. Il va te protéger de 2-3 attaques. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, placé au bon moment, et puis ça ramène 2 points d'expérience, mine de rien. Donc une fois de plus. Je la jouais celle-là, hein, parce que pareil, elle est intéressante stratégiquement. Voilà, on la place au bon endroit, on sait que ça va te donner du temps pour faire autre chose, pour partir, notamment de ton attaque au corps à corps. Tu te rappelles là, lance-flamme? Oui. Si tu veux te protéger au corps à corps, comme le temps de faire ton attaque de lance-flamme, ça peut être utile. Tout à fait. Ouais. Et puis le bas est bien parce que c'est un soin, sur un bas de carte. Il en a pas tant que ça. Il a juste celle qui est liée au mouvement. On a dit là, il fait un mouvement de 2, puis après il soigne tous ceux qui sont autour. Mais là, il a pas besoin de bouger. S'il est déjà placé, il peut placer un soin aussi. Ouais, tu peux attaquer et soigner, quoi. Voilà, ce qui permet aussi, et ça se fait souvent que ce personnage-là, s'il y a vraiment besoin, de faire un méga tour de soin, quoi. Il peut faire un soin avec un bas de carte, un soin avec un haut de carte. Ouais, ça, et tu le faisais, mais ça me... Je le faisais, ouais. Des fois, il y a besoin, hein. Et là, tu peux ramener directement, par exemple, tu vas avec, tu le mets en combo avec Restorative Mist, et là, tu ramènes 5 points de vie direct, quoi, sur un tour. Ou alors éventuellement si vraiment tu veux faire un gros soin, tu vas avoir l'Energizing Tonic là qui se grille et qui ramène 5 points de vie, hop, tu peux mettre 2 de plus, ça te faire 7 points de vie là, et hop, gros tour de soin. Et en plus, tu peux l'améliorer éventuellement, 3. Tu peux l'améliorer. Tu peux jusqu'à 4 de portée si tu veux. Ouais. Bon, mais déjà 3 c'est pas mal, quoi. Donc ça c'est une bonne carte. Voilà, donc on a là aussi l'initiative elle est pas bonne, on le voit, 74 comme celle d'avant. Pareil, mais c'est pas pour ça qu'on va la choisir. Non, c'est pas pour ça. Mais de toute façon, on va pas avoir pire que ça en vitesse, hein, donc donc c'est les plus lentes. Si, il y en a une. C'est les plus lentes. On va avoir dans les X qui est un peu plus lente, mais. Alors dans les X peut-être, ouais. En tout cas dans les classiques. Voilà, on a déjà fait le tour. Ouais, on a fait le tour des niveaux. Peut-être pour résumer rapidement, donc on voit qu'il va plutôt à la stratégie de rester un peu derrière. Il aura à penser et à placer ses bonnes attaques au bon moment, mais des attaques qui sont performantes. Hein. On voit qui sur des zones, il va toucher plusieurs personnes, il va faire des dégâts de 3 ou de 4, voire les blesser. Avec le lance-flamme, enfin voilà, il a ses bons coups à placer au bon moment, et en attendant, il va être en soutien, il va faire du soin, il va éventuellement bloquer les adversaires quand il va se déplacer, choses comme ça. Et puis il a une invocation d'aide aussi, quoi. L'invocation qui va prendre les points de vie, les dégâts à sa place, quoi. Donc moi j'aime bien ce personnage-là, je me suis bien amusé à le jouer quand même. Et moi j'avoue que c'est un personnage qui me plairait bien à jouer peut-être plus tard.
Je verrai. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Bon, par contre, comme je le dis, pour ceux qui débutent dans ce genre de jeu, qui n'ont pas trop l'habitude, qui ont un peu peur, peut-être c'est pas le personnage à choisir en premier, mais pour ceux qui aiment les combos, tout ça, qui ont l'habitude des jeux de cartes, ça, ils vont se régaler là. Ouais. Et du coup, sur les cartes X qui sont proposées avec le personnage, bah, justement, ça va peut-être, on va peut-être orienter sur différentes options. Alors, dans les 3 cartes qui sont proposées dès le niveau 1 pour varier le choix, on a Potent Potables, donc une carte qui permet de booster toutes les actions de guérison. Donc voilà, si on veut vraiment faire un méga soigneur, on joue cette carte. Je l'ai jouée, je l'ai pris souvent celle-là. Donc on voit que sur les 4 prochaines actions de guérison, on rajoute plus 2. Plus 2, ouais, c'est vrai, c'est fort quand même. Voilà. Fort. Donc après, elle est grillée, c'est sûr. Mais en plus, l'intérêt, c'est qu'en fait, il y a une certaine maîtrise. Tu sais, sur ces cartes-là, parfois, où justement on les pose en jeu, et puis c'est marqué pour les prochaines ceci, les prochaines cela. Des fois, on maîtrise pas. Par exemple, ça va dire les prochains coups que vous prenez, vous utilisez la carte, et là, t'as pas le choix, quoi. Là, si tu fais pas de soins, oui, tu la grilles pas. Tu la grilles pas. Tu sais que tes soins vont être boostés, donc tu peux aussi, du coup, utiliser tes soins de façon plus intelligente entre guillemets, quoi. T'as plus de choix. Moi, je trouvais ça pas mal, quoi. Que ce soit pas, c'est pas marqué, tu vois, les 4 prochains tours. Vos soins font plus 2. Donc tu sais que là, il va falloir que tu soignes les 4 prochains tours, sinon tu perds le bénéfice. Le bénéfice de la carte, exactement. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, tu gagnes 2 points d'expérience. Et tu gagnes 2 points d'expérience en faisant les 4 actions. Ouais. Tout à fait. Mouvement 3 en dessous. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça mange pas de pain, mais bon. Améliorable à 4. Là aussi. C'est pas pour ça que tu vas la jouer, celle-là. Ça, c'est une carte que tu vas jouer. Soit rapidement, soit éventuellement quand tu vois que le groupe a pris cher et qu'il va falloir booster l'attaque. Tu peux la garder un peu en prévision d'un gros combat, quoi. Voilà. Ouais. Après une salle un peu costaud ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Après, l'initiative, elle est quand même pas mauvaise aussi. Elle est moyenne. Ouais. Moyenne plus, on va dire. 46, Donc, ça, c'est une carte que tu vas prendre si tu sais que dans le reste du groupe, il n'y aura pas de soigneur et que ça va être vraiment ton taf, quoi. Ton taf, voilà. Mais ça, c'est une carte que je prenais assez souvent dans les... Voilà. Ça va orienter vraiment plus soigneur le personnage. Voilà. C'est l'option. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Reviving Shock en X. Alors, ça propose en haut de la carte une attaque à distance sur 2 cibles. Ah oui, on n'en a pas vu jusque-là, hein ? Je crois pas. Non. Enfin, à part les attaques de zone. Oui, mais là, par contre, ça peut être 2 cibles. Du moment qu'elle a 3, elles peuvent être complètement séparées. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il n'a pas cette option-là jusque-là. On va dire que c'est une option offensive un peu plus forte, cette carte-là, avec une initiative très correcte, 34. Oui, en plus on peut l'améliorer à 3 et 3 cibles. Enfin, c'est plutôt 3 cibles qui seraient plus intéressantes, éventuellement. Donc ça c'est une carte à envisager dans une stratégie et à améliorer. Parce que si tu veux en faire un tireur, en fait, à distance... Alors j'imaginais bien, moi, un côté choc, un côté électrique, quoi. Un truc qu'il envoie un... oui, d'accord. Comme un taser, tu vois. On envoie 2... c'est pas mal, ça. Et éventuellement, il peut servir de son taser une fois pour faire un gros soin. Il faut quand même qu'il garde l'option soin une fois de plus. Une autre carte de soin, il en a un nombre hallucinant. Carte de soin. Donc là, le bas de carte, c'est un heal 5 sur 2 de distance. Là, ça ressemble à celui qu'on a vu dans les premières cartes. Là, j'essaie de remettre le nom dessus. C'était Energizing Tonic. C'est exactement le même, sauf que là, c'est un bas. Donc on peut imaginer qu'il combine un Energizing Tonic et un Reviving Shock en même temps, et là, il peut rendre 10 points de vie d'un coup. Ah oui, là c'est méga swing. En plus, tu peux l'améliorer à 7 si tu as envie. Ou mettre une bénédiction.
Aussi, oui, parce qu'en fait, on peut aussi mettre. Il pourrait mettre des bénédictions en plus. C'est vrai, ouais. Non, elle est pas mal. Après, voilà, c'est une option si on veut orienter un peu plus le personnage vers de l'attaque. Au départ, c'est quand même une bonne carte, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Il y a 3 utilisations intéressantes. Ouais, non, mais si on veut être plus offensif, et donc cette carte-là va se recycler facilement parce qu'on la perd pas du coup, et qu'elle va revenir, parce qu'en fait, des attaques. Il en a quelques-unes quand même, hein, mais il n'en a pas tant que ça par rapport au nombre de cartes, des attaques qui reviennent, quoi, qui ne sont pas perdues. Donc, et puis sur 2 cibles, bon, pourquoi pas. Et puis il y a la dernière qui est, c'est toujours un peu un crève-cœur, en tout cas pour moi, mais que j'ai choisi. Alors peut-être pas avec nous. Mais je l'ai vu jouer dans un autre groupe parce que j'ai joué avec un quatril aussi. Donc Volatile Concoction, elle permet de créer un piège qui fait 2 dégâts et qui empoisonne. Donc là, on voit qu'on va choisir, si on prend cette carte-là, plus justement dans l'option je crée des pièges. Je pense que ça va bien avec la combo piège et éventuellement piège et invocation, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Il y a peut-être un truc à trouver dans ce type de jeu-là. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça empoisonne. Ça empoisonne, donc pourquoi pas. Je l'ai joué pour ça notamment. Et le bas de carte est quand même intéressant. Par contre, il faut griller du froid, quoi. Voilà, il est intéressant. Alors, voilà, on va le traduire, le dire. Hein. Donc, c'est un allié à portée de 2 peut récupérer une de ses cartes défaussées, donc pas perdue, hein, mais défaussée. Alors, c'est une seule. Bon, c'est pas énorme, c'est-à-dire que toi t'en grilles une pour que lui il en récupère une, mais pourquoi pas, je veux dire, il y a ton copain peut très bien avoir joué une très bonne carte, ça lui permet de la rejouer dans la foulée une deuxième fois. Voilà, ça permet, parfois on a besoin de pouvoir jouer 2 fois la même action. Ouais, il me semble que j'ai dû la placer celle-là quand on joue ensemble, mais elle est encore plus forte quand on a du froid à disposition. Soit on a un personnage qui en génère. Parfois c'est les monstres aussi, ça peut eux-mêmes qui le font ça. Quand tu as un démon du froid là par exemple. Ça peut être. Ou alors tu as la potion aussi qui permet de créer un élément. Donc tu peux la prendre éventuellement pour ça. Donc tu récupères 2 cartes. Tu fais récupérer 2 cartes à un allié. Est-ce que ça marche sur nous aussi? Non. Non, hein. C'est que sur une compagnie. C'est que sur un allié. C'est que sur un allié. Mais 2 cartes, ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il n'avait pas dépensé son tour, quoi. Il a joué 2 cartes, il en récupère 2. Un tour gratuit, pour le. Un tour gratuit. Et du coup, on combo notamment avec le Mind Thief, donc un des personnages de base qu'on va voir bientôt. Voilà, là, celle-là, si tu la prends, c'est sûr. Tu as le Mind Thief dans le groupe, tu vas la prendre parce que lui, il génère beaucoup de froid. Et donc, tu auras l'occasion d'en bénéficier. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est d'ailleurs, c'est la seule carte dans toutes celles qu'on a vues où il va utiliser un élément. Il n'y en a pas d'autres dans les cartes niveau 1. Donc comme il y a un personnage, le Mind Thief, lui, qui en crée, voilà, là, il y a une combo qui va tourner assez facilement. Puis cette carte-là se perd pas, hein, elle va revenir régulièrement. Donc elle est pas mal, mais voilà, quand je dis c'est un crève-cœur, c'est-à-dire que tu la prends, tu auras du mal à la prendre si t'as pas quelque chose qui va générer du froid quand même. C'est moins, à moins que tu sois vraiment branché pour faire des stratégies de piège et de gestion de l'espace, c'est-à-dire obliger les monstres à faire de tours, à contourner des trucs. Là, ça t'oblige au départ à réfléchir bien ton personnage, des combos que tu vas faire. Peut-être au début c'est difficile parce que t'as pas d'or pour attacher aussi la potion qui crée les éléments. Ou tu l'as pas disponible, et donc c'est peut-être une carte que tu vas utiliser un peu plus tard que les autres. Ouais, ou à moins que tu dises directement dans le groupe, t'as un. À moins d'avoir quelqu'un qui crée de l'élément éventuellement. Ouais, parce que moi justement dans un autre groupe, je joue moi à Mind Thief, donc moi je connais bien aussi, et ça génère beaucoup de froid, et donc on a un quatril dans le groupe, et donc régulièrement il nous fait récupérer 2 cartes, quoi. D'accord. Et c'est pas mal, hein, c'est l'équivalent d'une potion d'endurance. Ouais. Parce qu'il existe dans le jeu une potion d'ailleurs qui est accessible dès le premier niveau, donc il n'y a pas de spoil, hein,
qui permet, c'est une fois dans la partie, quand on la boit, de récupérer 2 cartes perdues. Pardon, pas perdues. 2 cartes défaussées. Défaussées, ouais. Donc là, en fait, à chaque fois, là, c'est l'équivalent d'une potion avec 2, là. C'est pas mal. C'est costaud, hein. Ouais. Bon, après, l'initiative lente, hein, c'est la plus lente, je crois. Oui. Il faut bien un petit désavantage. Voilà. Faut bien un petit désavantage. Ça, c'est une carte à penser avant de son utilisation, aussi bien le haut que le bas. Donc, à voir. Si vous avez envie de jouer comme ça, de la mettre dans votre deck. Ouais, voilà. Si vous jouez avec un Mindsif, faut la mettre, c'est sûr, parce qu'elle est vraiment là, du coup, elle vaut vraiment le coup. Sinon, voilà, comme tu dis, il faut un peu plus réfléchir et voir est-ce que ça vaut le coup. Après, récupérer une carte, c'est pas mal, hein. Enfin, je veux dire, il y en a des bonnes, hein. Un copain à toi qui a fait, je sais pas moi, qui a fait, je sais pas moi. Non, ça peut être vraiment Linux. Des fois, ça peut sauver un scénario, hein. Linux qui a placé une grosse attaque, je sais pas quoi, ou qui a lancé sa dague une fois et il a à nouveau immobilisé, il va pouvoir la relancer une deuxième fois. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités intéressantes, quoi. Mais une, c'est déjà pas mal, mais 2, alors là, c'est caviar, quoi. Donc voilà. Voilà, écoute, on a fait, les amis, on vous a fait tout le panel du deck de cartes pour le quadrille de niveau 1 et X. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première émission. Et on va revenir vers vous pour une deuxième émission où on parlera plus des cartes de niveau, quand on va passer au niveau 2 jusqu'au niveau 9. Hein, alors, tu l'as pas vu, mais c'est pas grave, ça nous permettra de les découvrir éventuellement. Hein, on va pas toujours aller jusqu'au niveau 9 d'un personnage, mais ça peut être intéressant de voir éventuellement tout ce qu'il y a comme option, toutes les options. Et on parlera aussi un peu des perks, des choix de perks et des équipements qui sont pas mal, que tu as joué avec notre ami Quadrille. Voilà, donc écoute, Karel, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour clôturer cette émission? Écoute, on a fait un peu le tour, je pense. Voilà. Rappelez juste que le personnage est plein de possibilités. On a vu, il peut faire plein de choses différentes. C'est sûr qu'il va te demander un petit peu plus de réflexion pour bien comprendre comment le jouer. Mais en même temps, comme il a un paquet de cartes, on peut se permettre de faire quelques erreurs. Et ce sera pas trop handicapant, on va dire, pour le reste de la partie. Donc, pour moi, c'est un bon personnage de départ quand même. Bon, pour ceux en effet qui ont envie quand même de réfléchir, c'est un peu plus que l'Inox, c'est sûr, on va dire un peu plus basique, mais ça reste vraiment un bon personnage, je trouve, pour les classes de départ. Et puis il est vraiment très utile, surtout pour un groupe où il y a beaucoup de personnages, parce que c'est un vrai soigneur. On l'a vu quand même, il a un paquet de soins et on sait que c'est important. Et voilà. Écoute, merci Karel. Je vous dis à bientôt, les amis, donc pour la suite, pour découvrir un peu plus le quadrille et le Tinkerel. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt. Portez-vous bien. Et voilà, abonnez-vous, mettez des petits pouces si vous avez aimé. N'hésitez pas. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Merci. Bye bye.